On enchaîne avec les intervenants suivants, donc toujours sur les apprentissages et développer l'autonomie des élèves. Donc pour cette deuxième conférence, on accueille Anne-Cécile Bouvet. Voilà, elles sont là, elles arrivent. Donc professeure documentaliste au collège Jean Rostand dans l'Ain, en compagnie de Béatrice Michaud du laboratoire Géricault et de Christophe Sibieude. Christophe, il est là, exactement, je ne t'avais pas vu encore. Avec le Cube Édito, voilà, fondateur du Cube. Bonjour monsieur. Je te prends une main. Voilà, donc vous connaissez la formule. Normalement, vous avez vos slides. Allez-y, faites suivant là. Hop. Hop, encore. Oui, c'est ça. Voilà, donc vous avez 20 minutes. Je vous laisse à 2 micros, vous en sortez. Ou je vous laisse le troisième. Ouais, c'est bon. Et puis 10 minutes de... Allez, vas-y, bien sûr. Ouais, tout est allumé. Allez, c'est à vous. Christophe Sibieude, donc Short Édition. Je suis un des fondateurs de l'entreprise. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'être reçu par le EdTech Day, de pouvoir vous présenter le double regard utilisateur terrain, chercheur. Voire utilisatrice terrain, chercheuse. Bonjour, Anne-Cécile Bouvet, je suis professeure documentaliste dans un collège en éducation prioritaire dans l'Ain. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le travail qu'on a effectué depuis plus de 2 ans maintenant avec les ressources édito, avec une équipe pédagogique qui est autour de moi. Donc les ressources, il y a tout d'abord un distributeur d'histoire courte, que je peux paramétrer et qui est relié à un site internet et qui peut imprimer des histoires, 200 histoires sur différents thèmes. Les histoires sortent de cette manière. Et ce distributeur, il est associé à une plateforme d'écriture collaborative qui s'appelle le site Édito. Et ce site édito, j'y accède par le Médiacentre dans mon ENT. Donc c'est une ressource RGPD. Les élèves et les professeurs y ont accès. Les élèves y ont accès donc aussi à la maison. Je vous ferai une démonstration après l'intervention si vous le souhaitez. J'ai apporté tout ce qu'il faut. Tout d'abord, au niveau de la lecture. Donc l'arrivée de ce cube dans notre collège a changé beaucoup de choses et nous permet de décentrer complètement l'approche de la lecture, puisqu'on fait lire les élèves, mais pas sur ils n'ont pas en main l'objet livre, mais ils ont ce petit papier qui est beaucoup moins impressionnant, qui fait moins peur qu'un livre. On démystifie donc complètement la lecture, ça devient une activité ludique. Le format est court, alors c'est court aussi, vous voyez les élèves de 6e s'amusent à se mesurer, à comparer leur taille à celle des histoires. Les bons lecteurs aiment aussi venir chercher des histoires au distributeur et les élèves dyslexiques peuvent lire aussi des histoires puisque je peux paramétrer une police spécifique, une mise en page spéciale pour les élèves dyslexiques. Et puis, ce distributeur, il me permet d'aller vers les élèves. Il est au CDI, certes, mais il est aussi dans la cour, comme vous pouvez le voir sur la deuxième photo. Tous les jeudis, après la cantine, je l'installe sur mon CDI à roulette et je vais dans la cour proposer des lectures pour les élèves, puisqu'il y a le quart d'heure de lecture juste après. Donc comme ça, les élèves ont leur histoire et les collègues sont rassurés, tout le monde aura de quoi lire. Et aller vers aussi, je peux paramétrer le distributeur en fonction d'un projet qui est mené dans une classe, en fonction de l'actualité ou au gré de mon humeur. Donc ça, c'est moi qui choisis les différents thèmes.
avec la plateforme Site Édito, on organise des ateliers d'écriture et on se rend compte que c'est un véritable enclencheur pour les élèves de changer d'endroit, d'aller en salle multimédia, de venir au CDI pour commencer à écrire une histoire. Ils sont intéressés, ils sont motivés, ça change de la procédure traditionnelle. On peut choisir aussi le format en tant qu'enseignant, c'est-à-dire qu'un enseignant peut choisir, j'ai une collègue qui a travaillé sur Harry Potter, sur le récit d'aventure, elle avait besoin de faire une séance à la fin de sa séquence pour clore le sujet. En 1 heure, les élèves ont rédigé leur portrait de Harry Potter. La veille, elle avait expliqué comment on se connectait, c'est très simple, et en 1 heure, on a pu rédiger, faire cette activité. J'ai des collègues qui font plutôt des séances longues, entre 2 périodes de vacances, sur 6 séances, et là, en fait, il y a un aller-retour entre l'élève et le professeur, et en fait, là, on n'est plus dans élève-professeur, c'est plus l'élève devient l'auteur, le professeur a un rôle d'éditeur. On n'est pas plus dans le cadre scolaire de la note. Grâce à la plateforme, l'élève envoie son texte, l'enseignant peut l'améliorer, le réviser, donner le goût des mots en fait aux élèves, et l'élève fait vraiment l'expérience de la publication. Il se rend compte qu'un auteur, en fait, il écrit, il réécrit. Voilà, donc on change complètement de positionnement. Alors on n'est pas dans le cadre scolaire, mais on peut quand même faire des évaluations et mettre des notes, bien sûr, là il n'y a aucun problème, c'est chacun fait comme il le souhaite. Et dans l'attitude des élèves aussi, on note, je voulais vous donner l'exemple d'un atelier d'écriture qu'on a fait avec des élèves du dispositif UPE2A, donc des élèves allophones, au mois de juillet dernier, donc c'était vraiment la fin de l'année. Les élèves, on leur a proposé un atelier d'écriture. J'ai aussi amené des consignes pour vous montrer, j'ai un classeur que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Les élèves étaient hyper concentrés alors que c'était la fin de l'année, ils étaient très motivés et surtout super fiers parce qu'à un moment donné, les élèves comprennent que leur histoire va être imprimée sur un support comme celui-ci. Et en plus, on les avait autorisés à traduire dans leur langue maternelle leur texte en français. Donc en fait, les histoires sont sorties en 2 langues. Alors on peut allier, et c'est même souhaitable, on peut allier les 2 ressources, le cube édito et la plateforme d'écriture. Et là, en fait, on fait écrire les élèves pour les faire lire, mais je dirais vice-versa aussi, ça marche dans les 2 sens. Et souvent, donc là on est sur la photo, on est sur une classe de 4e. Les élèves ont travaillé pendant toute une période sur la nouvelle fantastique. La dernière séance, une fois que les textes avaient été améliorés, corrigés, on a organisé une séance de lecture à voix haute au CDI. Alors comme c'était 4e, on avait choisi de travailler en demi-groupe pour éviter une éventuelle gêne, et ça a vraiment très très bien marché. Chacun à son tour lit l'histoire, et c'est un moment un petit peu magique et solennel quand l'élève comprend que c'est son texte avec son nom, puisqu'il y a le nom des élèves en haut des papyrus. L'élève en fait est devenu un auteur. Ils font l'expérience de la publication, et un point vraiment important, c'est un moment de partage et d'échange. Donc partage entre élèves, puisque les élèves partagent leurs écrits. Souvent, avec mes collègues, on organise les séances d'écriture sur des séances d'AP, donc il y a 2 adultes, et du coup, on échange aussi entre adultes. Un partage aussi d'expérience, puisque j'ai des collègues maintenant qui sont eux-mêmes devenus médiateurs pour l'utilisation des ressources, et il n'y a pas que moi dans le collège qui sait bien m'en servir, donc ça fait comme une chaîne.
Et puis, vous pouvez tout à fait inviter un auteur, donc ça c'est aussi un échange exceptionnel, un auteur qui vient faire un atelier d'écriture, en fait le rendu, eh bien, ça sera sur un papyrus comme ça. Voilà, dernier point. Donc je vous disais que c'était la lecture ludique, l'écriture ludique. On est quand même dans le cadre des programmes et des dispositifs et des parcours. Quand les élèves écrivent une nouvelle fantastique, la collègue donne des consignes par rapport à tout ce qui a été vu en classe. Ils devaient écrire une nouvelle en respectant les différents critères de la nouvelle. Et elle dit toujours que 3 mois après, les élèves savaient par cœur encore ce qu'était c'était une nouvelle fantastique, puisqu'ils avaient vécu, ils s'étaient vraiment mis dans la peau d'un auteur, et c'était peut-être plus efficace qu'un contrôle sur la nouvelle fantastique. Les 6e ont écrit aussi des histoires de sorcières dans le cadre de la thématique « Le monstre aux limites de l'humain ». Donc c'est pareil, ça n'a pas ajouté du travail en plus, c'est juste le prolongement d'une séance. Et c'est un réel réinvestissement de toutes les compétences. Les élèves allophones, lors de l'atelier du mois de juillet, ils ont travaillé le présent, ils ont travaillé l'imparfait, ils ont travaillé le pluriel, en fait, sans vraiment s'en rendre compte, finalement. Donc on travaille les compétences du socle, la lecture, la fluidité, organiser le récit, etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste. On travaille bien sûr les compétences numériques, donc du cadre de référence des compétences numériques, et le traitement de texte. Et les élèves sont très à l'aise sur leur smartphone, un peu moins sur les claviers, et ça, voilà, ils apprennent aussi à manipuler un petit peu mieux les claviers et le traitement de texte. Voilà, donc c'est aussi dans le cadre de dispositifs. À l'écran, vous avez une photo, en fait, c'est ma collègue d'anglais qui s'est saisie du distributeur et du site édito. Pour la semaine de la presse, elle a fait écrire des brèves en anglais à ses élèves de 4e. On peut aussi, pendant la semaine des maths, proposer des énigmes qui sont distribués par le distributeur. On a fait une liaison CM2 6e avec l'écriture de haïku. Et les consignes ont été envoyées aux élèves de CM2. Et du coup, je les avais affichés dans le CDI. Et là, les élèves arrivent en 6e et voient leur texte affiché dans le CDI. Donc c'est une sacrée fierté aussi. Voilà, on parle, dernier point, le parcours à venir, on parle des métiers de la chaîne du livre, on explique ce que c'est qu'un auteur, on explique ce que c'est qu'un éditeur, et c'est du concret, puisque les élèves en font l'expérience. Voilà, donc je vous confirme que ces ressources activent la créativité sur le fond, sur la forme, et pour les élèves, mais aussi pour nous, les enseignants. Merci. Voilà, et juste pour introduire Béatrice, en fait, le dispositif, en fait, nous, je ne vous ai pas dit en introduction, Short Edition, on est un éditeur de littérature courte, littérature générale, littérature jeunesse, qui a créé son média, qui est le distributeur d'histoires courtes, que certains ont peut-être déjà vu en gare, et qui, à travers un programme de l'éducation nationale, le programme EduUp, est devenu le Cube Édito pour être plus transportable et pour être connecté à une plateforme d'écriture créative. La recommandation du comité scientifique, puisqu'on avait des inspecteurs d'académie, des profs, avec un comité scientifique et un comité pédagogique, c'était de dire faites de l'évaluation. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on a démarré le programme depuis le tout début, puisque c'est la mise en place de... On est une jeune EdTech, nous, puisqu'on est sur l'éducatif que depuis 2020, mais on s'était chauffé les muscles en lycée avec des proviseurs qui avaient eu envie d'essayer la grande borne, et aux États-Unis, où ils ont une culture de l'écriture créative et de la short story qui faisait qu'ils avaient envie d'utiliser notre dispositif. Mais on s'est vraiment tourné pour l'éducatif en France à partir du programme EduUp sur le Cube Édito, qui est connecté au site Édito. Et c'est à ce moment-là que donc Béatrice est intervenue en assistant à la première formation sur une plateforme qui était l'ancêtre de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Elle était beaucoup moins sympathique, reconnaissons-le.
Bonjour à tous. Donc je vais juste pour vous situer un peu mes propos. Donc après presque donc deux ans d'accompagnement, presque 3, mais il y a eu une année un peu, je dirais, aléatoire avec le Covid qu'on a tous connu. Donc je suis enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication. J'ai comme spécialité, comme vous voyez ici, la question des littératies, des cultures écrites, des machines et des documents numériques et de l'éducation média à l'information, et j'appartiens à un laboratoire qui est le laboratoire Géricault de l'Université de Lille. Alors pourquoi l'Université de Lille alors qu'on est à Lyon? C'est parce qu'il y a aussi eu une expérimentation territoriale assez importante du côté d'Arras, et puis quelqu'un du membre du comité scientifique et du HUP me connaissait, et donc le lien s'est fait de cette manière-là. Alors pourquoi je vous parle de mon laboratoire? C'est juste que si vous êtes un peu curieux et que vous allez voir, vous verrez qu'on est un ensemble de chercheurs et de chercheuses qui ont l'habitude d'accompagner des acteurs publics ou privés autour de ce qu'est l'action culturelle d'une manière générale et l'action culturelle alliée à l'action éducative. Donc dès qu'apparaissent des dispositifs de type numérique ou de type de médiation culturelle, on a tendance à aimer bien accompagner les entreprises. Deuxième point, c'est qu'une autre de nos spécialités, c'est que, on peut faire des études d'impact classiques, mais on aime aussi beaucoup, on est un laboratoire spécialisé dans les usages, et donc on aime travailler sur le long terme sous forme de méthodologie qualitative, en ayant des observations in situ, en situation, sans rien changer des dispositifs mis en place par les enseignants. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment de ne pas créer des situations d'évaluation artificielle, mais d'être présent dans les établissements scolaires, auprès des enseignants et des élèves, et puis d'effectuer le retour évaluatif, à la fois par l'observation, qui est extrêmement riche, mais aussi, bien sûr, par des entretiens approfondis ou semi-approfondis avec les enseignants et avec des élèves, sachant que les élèves, comme ce sont parfois de très jeunes adolescents, parfois on les reçoit seuls, mais parfois on les reçoit en petits focus group pour, je dirais, enclencher le dialogue et les processus d'échange de manière un petit peu plus souple qu'en face à face, alors qu'ils sont un peu intimidés parfois par les adultes. Peut-être pour repréciser, donc ça s'est fait sur l'Académie de Lyon, l'Académie de Lille essentiellement, un petit peu le Val d'Oise. Alors je ne vous ai pas mis le nombre exact, mais j'ai rencontré au moins une vingtaine d'enseignants, et pour les nombres d'élèves, ça correspond à pas mal de classes, donc difficile à dire, mais je pense que ça correspond au moins à une dizaine de classes et à peu près une vingtaine d'entretiens approfondis avec des élèves. Premier point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait ça fait le lien tout de suite avec la fin de la présentation d'Anne-Cécile, c'est qu'on a affaire à un dispositif éditorial extrêmement plastique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en gros, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce fameux site édito, qui effectivement a beaucoup évolué depuis 2 ans, dans une véritable interaction entre moi, la chercheuse, et eux, et puis eux et les enseignants, eh bien, vous avez affaire à un dispositif éditorial numérique très très classique, et classique même dans sa pauvreté, ce qui est une bonne nouvelle quand je dis ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas pris dans une grosse machine extrêmement complexe, vous êtes pris dans un dispositif éditorial numérique très classique, très proche d'un blog, alors ce qui implique à la fois de s'acculturer à cette culture éditoriale du numérique, pour les élèves et pour les enseignants, mais en même temps, justement, c'est aussi un plus aujourd'hui d'allier la culture écrite classique, papier, à la culture écrite numérique, où on va entrer des titres, des sous-titres, des mots-clés, en plus d'écrire son texte, créer des collections, des ensembles documentaires, faire des allers-retours de textes corrigés en ligne, sachant qu'on peut aussi, à tout moment, éditer, corriger en papier, travailler au brouillon, remettre sur le numérique. Et donc, c'est un dispositif qui, en fait, hybride dans les pratiques, et ça, on l'a observé de manière extrêmement forte sur le terrain, la culture écrite de plusieurs siècles autour du papier à la culture écrite numérique qu'on connaît maintenant en pleine explosion depuis plus de 20 ans. On a donc une infrastructure ouverte qui va permettre de travailler tout type de texte, tout type de discours, et donc de travailler aussi bien dans les disciplines classiques des langues, donc le français puis les langues étrangères, mais aussi dans toute autre discipline qui voudrait à un moment donné produire du texte, et enfin en éducation aux médias et à l'information, puisqu'on peut en faire quasiment un outil éditorial de presse, si vous le désirez.
Pour résumer, moi j'appelle ça une superbe machine à documenter, puisque c'est une machine qui permet aussi bien au niveau des machines elles-mêmes numériques qu'au niveau du cube, de fabriquer du document, et du document dans une grande variété textuelle et discursive. Par la même occasion, ça entraîne aussi bien encore, là aussi une fois, du côté des enseignants qui n'y sont pas toujours familiers tout à fait avec cette culture-là, comme du côté des élèves, une amplification et un approfondissement des cultures du texte, mais aussi du livre et du document. Moi, ça fait longtemps que je travaille autour de ces questions-là auprès des enseignants, et je dirais, en dehors des professeurs documentalistes, il y a parfois une forme de détérioration. Le texte et l'approche du texte, notamment en cours de français ou en langue, est parfois en partie décontextualisé de tout ce qui fait l'existence sociale des textes, les processus éditoriaux, les processus documentaires, leur circulation entre la maison, l'école, la bibliothèque, tout ce qui fait que en fait, les textes existent socialement sur une multiplicité de supports, dans des formes de circulation matérielle, aussi bien d'ailleurs en numérique qu'en papier. Et bien tout ça réapparaît, arrive dans l'école, arrive dans les cours, arrive chez les élèves par l'intermédiaire de ce dispositif. Et donc on a une appropriation de cette culture, de ces cultures, parce qu'il y en a plusieurs, du texte, du livre, du document, et notamment des processus donc, de fabrication du document numérique, et donc un accroissement des cultures numériques du texte. Il me reste 2 minutes. Pour conclure, je vais renvoyer à un grand chercheur en didactique du français, qui est Michel Daben, qui promeut depuis longtemps, ou qui a longtemps promu avant d'être à la retraite, un changement ou un déplacement de nos pratiques d'enseignement du français pour rendre la lecture à la fois plus fluente et plus significative, pour qu'elle prenne pleinement ses sens sociaux. Et qui nous dit que c'est important donc de travailler à un continuum de l'écriture, dans la diversité des écritures sociales, et à la fois dans leur rôle, dans les formes de texte, dans les formes de discours, pour à la fois mobiliser bien sûr tout ce qui est la dimension linguistique, l'affluence, la compréhension du vocabulaire, la grammaire, la syntaxe, la question sémiotique, l'organisation des récits, l'organisation d'un article de presse, l'organisation d'un texte mathématique, d'un texte de commentaires de cartes en géographie, et puis leur dimension esthétique, le lien avec les images, la dimension littéraire, l'imaginaire, le rapport à des mondes réels ou des mondes imaginaires. Et puis enfin, la dimension communicationnelle. Le texte est un endroit de communication entre moi et l'enseignant, moi et les autres élèves, moi et le dispositif numérique et l'écran, et le texte va circuler socialement, être partagé, lu collectivement, et c'est un fort outil de créativité et de valorisation pour les élèves, de retrouver ces sens sociaux du texte. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. 10 minutes de questions, comme on a fait tout à l'heure. Alors, qui veut poser une question? Allez. J'ouvre le bal encore. Petite question, vous avez parlé d'évaluation donc quand vous avez démarré votre partie. Est-ce que de manière générale, peut-être du coup pour toi Christophe, sur le Cubeto, il y a un système d'évaluation des progrès des enfants sur la production de textes écrits ou des choses comme ça, à destination de l'enseignant et au fil de l'eau? Non, c'est vraiment, en fait, c'est l'enseignant lui-même qui prend en charge, au sein de ses cours ou de ses projets avec le professeur documentaliste, la place du dispositif du cube et la manière dont ça prend place ou non dans une évaluation. Soit d'ailleurs une évaluation formalisée avec, pourquoi pas, une notation, mais ce n'est pas l'objectif principal du cube, mais plus des évaluations formatrices sur les progrès, les allers-retours autour de la production des textes ou de la lecture. Je vais donner la parole à Anne-Cécile. Oui, moi je pense je vous ai cité l'exemple de l'atelier avec les élèves allophones. On n'a pas de chiffres, enfin on ne sait pas, mais de voir l'attitude des élèves et les yeux brillants de ma collègue à la fin de l'atelier en disant mais on l'a fait, ils l'ont fait, ils sont, enfin voilà, oui, et ils ont mis en pratique tout ce qu'on a vu pendant l'année sans s'en rendre compte en plus, c'est ça qui est vraiment merveilleux. Voilà, je crois que ça suffit.
compléter, là, vous avez, sur ma dernière diapo, vous aviez une photo d'un résultat d'atelier d'écriture, puisque aujourd'hui, Short Edition accompagne de plus en plus l'usage du dispositif, hein, et se sont rendus compte, justement, quand on a travaillé tous ensemble, de l'intérêt d'accompagner aussi les usages. Et donc, moi, j'ai assisté à cette journée de restitution, et avec les institutrices, donc les professeurs des écoles, et notamment, il y a eu un travail progressif, régulier, d'évaluation de l'affluence de lecture des élèves. Alors, tout n'est pas parfait à l'arrivée, hein, donc on est dans le Val d'Oise, une école extrêmement hétérogène, et donc l'affluence de lecture reste hétérogène aussi à l'arrivée, mais il y a un réel progrès de l'affluence de lecture, notamment chez certains élèves qui sont allophones au départ, au début de l'année, et qui finalement ont une assez bonne fluence de lecture à l'arrivée. Et cette fluence de lecture, elle est nourrie par ces lectures collectives, ces présentations, mais aussi par le travail d'écriture en amont. Je pense que le titre de l'intervention, c'était « Faire écrire pour faire lire ». Et le fait de s'emparer de l'écriture et de devenir soi-même un écrivain permet à la fois de s'approprier la question des ordres du récit et de ce que ça veut dire que de faire un récit et de fabriquer un récit, mais aussi de continuer à s'approprier la syntaxe, le vocabulaire, et par la même occasion, ça renforce les compétences en termes de fluence et de compréhension aussi du vocabulaire. Merci. Tu veux compléter? Oui, je voudrais juste ajouter que c'est vrai que dans la logique de l'évaluation et du suivi de l'impact, il y a un débat de savoir est-ce qu'on doit être sur du quali ou est-ce qu'il faut impérativement du quanti. Nous c'est un vrai sujet. Nous, on s'est rendu à la doctrine avec laquelle le laboratoire, entre les mains duquel on nous a mis, que le laboratoire nous a apporté. Philosophiquement, elle nous va pas mal parce qu'en fait, c'est très compliqué d'isoler exactement les facteurs de progrès. Quand on fait c'est très long. On va voir sur des programmes de 5 ans, là, dans les appels à projets de la Caisse des dépôts sur l'amélioration, l'innovation dans la forme scolaire, on va voir des cohortes suivies sur 5 ans, mais c'est des moyens qui sont considérables, qui sont mobilisés. On est à plusieurs millions d'euros qui sont mis sur la table. Et malgré tout, je ne suis pas certain qu'on parviendra exactement à isoler quoi est à l'origine de quoi. Donc, philosophiquement, moi, je trouve qu'on a tendance à adhérer. Et je trouve que la vraie question qui se pose pour nous, c'est, la ressource est-elle utilisée? Voilà. Et trouve-t-elle un écho quand elle est mise à disposition des enseignants? Et la deuxième chose, c'est est-ce que la vie du prof ou de l'établissement, elle est meilleure avec la ressource que sans la ressource? Finalement, est-ce qu'il a le sentiment, lui, qui est aux manettes, qui va faire mieux le travail avec que sans? Et c'est ça, moi, il me semble, le vrai juge de paix. Alors, dans d'autres cadres, on est par exemple, puisqu'on n'est pas que EdTech, on est à l'hôpital où on apporte de la lecture et de l'écriture. On a de l'évaluation, alors là pour le coup impact social hyper quantifié. Donc on verra, on démarre un programme, on verra avec le recul ce que ça apporte. Mais moi je crois beaucoup aussi à la valeur du quali à côté du quanti. Les deux doivent exister. Merci. Ouais. Allez, on a le temps pour une autre question. Merci Franck Tarpin-Bernard, Humans Matter. Plus près carrément, d'accord. Christophe, tu sais que je suis un grand fan de Short Edition depuis le début, donc je suis ravi de voir que tu rentres comme ça dans le monde de l'éducation, en tout cas de façon aussi forte. Je ne suis pas surpris aussi de l'enthousiasme que j'entends de la part des intervenantes qui ont expérimenté. Alors ma question, elle est plus avec la casquette EdTech au sens entreprise, qui essaye d'apporter une contribution au monde de l'éducation. Au-delà de ce dispositif-là qui s'est fait avec EduUp, j'ai compris, comment tu vois la suite et comment de ces expérimentations, en fait, tu vas réussir à passer à l'échelle? Est-ce que tu as déjà des premières clés à partager? Bien entendu, j'ai 2-3 solutions que je vais te donner en 35 secondes pour inonder le monde. Non, l'objectif, c'est quoi? On est actuellement on a un tout petit peu moins de 200 dispositifs qui sont installés. L'objectif, c'est de montrer à partir de ces installations que ça sert à quelque chose, hein, voilà, que c'est pris en main, que c'est partagé par différents profs, donc ce n'est pas que le prof doc, qui est évidemment un prof central, mais qu'il arrive à faire vivre une dynamique au sein de l'établissement.
Et puis c'est d'arriver à trouver, mais ça de toute façon c'est une problématique qui n'est pas seulement seule de Short Edition, trouver un cadre, un modèle de fonctionnement dans lequel on arrive à libérer du temps des enseignants pour faire des choses qui ne rentrent pas facilement dans le cadre scolaire traditionnel. Voilà. Et donc, c'est ce combat-là qu'il faut qu'on mène. Et la meilleure façon de le porter, c'est de l'observation terrain, du suivi des usages et du partage avec des gens comme Anne-Cécile ou Béatrice qui viennent raconter ce qu'ils ont vu et qui disent aux autres enseignants si vous investissez du temps, puisque c'est du temps qu'il faut investir pour saisir une ressource, modifier sa méthode de travail, modifier sa relation avec les élèves, enfin il y a plein de choses qui sont impactées, hein, c'est clair, mais c'est un investissement qui vaut la peine par rapport à l'objectif que moi, professeur, je poursuis. Voilà, c'est ça je ne sais pas dire mieux. Merci. J'espère que l'association EdTech Lyon, qui est une magnifique association, qui a une très belle dynamique, saura travailler sur les années qui viennent autour de cette problématique-là, de comment promouvoir des champs. J'aime pas utiliser le mot expérimentation parce qu'en fait on a le sentiment tous qu'on a déjà expérimenté des centaines de fois, mais en tout cas un cadre de travail, un modèle duplicable et réplicable à la fois dans notre territoire et dans d'autres territoires. Voilà. C'est clairement la thématique du EdTech Day où on fait intervenir justement des enseignants et des établissements qui ont mis en place des solutions et qui ont changé les pratiques pédagogiques. C'est la thématique du EdTech Day. Merci beaucoup. Il y aura sans doute d'autres questions, mais je suis le gardien du temps. Donc voilà, je vais vous remercier, vous laisser redescendre. Encore bravo.